Bon allez, c'est bon, là il est 21h, ça commence? Non, ça commence pas? C'est où? Vendredi, 21h, Comics Outcast? Non, ça commence pas? Pourquoi ça commence pas? Non mais je crois que tu t'es trompé, Zef. On a changé d'horaire maintenant. On est passé à une horaire plus chaude, plus sensuelle. Troisième partie de soirée, mec. C'est le lundi, à 23h. Mais je suis chaud! N'importe quoi. manquait. Bonne année! Bonne Ouais, année, j'espère Pornstar. que vous avez passé des bonnes fêtes. On est de retour. Nous sommes le lundi 12 janvier 2015, première émission de l'année, 10e émission au total. À ce nouvel horaire, tous les lundis désormais à 23h, enfin vers 23h, juste après nos amis de Passe le Cycle, sur Synops Live. Bienvenue à tout le monde. Nouvelle année et nouveau. Non, en fait, rien du tout. Hein. Ce soir, avec nous, il y a Julien. Salut. Il y a Zef. Salut! Et Daniel. Un caméo. Et Joe derrière à la réal comme d'habitude. Voilà. Toujours depuis le studio B de WeFM, on a pour vous ce soir au sommaire un petit débat sur l'événement de Marvel qui s'appelle Axis, dont vous avez forcément entendu parler ces derniers mois. On va parler également des comics Hawkeye vs Deadpool, Spread et Cloaks. Et on finira bien sûr par le jeu The Walking Dead de Telltale saison 1 et saison 2. Pendant l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez réagir avec Twitter, avec le hashtag ComicsOutcast. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Ah oui, d'accord, ok. On s'en va. Comics Outcast, voilà. On est avec vous pendant environ 1 heure. Je dis ça pour pas inquiéter les gens quand on dépasse un peu. Comics Outcast numéro 10, c'est parti. Alors, c'est un truc de ouf parce que quand il y a le tout le monde fait des gestes avec la main illustrés comme si c'était une vague d'eau qui Alors que montait. j'entends rien. Un bouquet sonore. Ouais. Alors Daniel, donc bonne année à toi aussi. Salut, bonne année. On va commencer tout de suite avec un dossier sur Axis. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est cet event Marvel? Est-ce que tu es vraiment sûr que je... Oui, On c'est va sûr que faire ça tu... Déjà, je pensais qu'on disait 6-6, un truc comme ça, non? X-Axis, mais techniquement le titre est encore plus compliqué, c'est Avengers and X-Men Axis. C'est ça le titre. Avec l'accent américain. Voilà. Axis. Et c'est une mini-série en 9 numéros, toute écrite par Rick Remender. C'est intéressant à souligner parce que depuis un certain temps, il demande à un pool d'auteurs d'écrire en Capharnaüm général. C'était quoi ça? Bravo. C'était quoi ça? Tu te calmes tout de suite. Tu te calmes tout de suite. Tu peux pas commencer l'année comme ça, c'est ouf là. Oh. Pardon. Bref, Daniel, tu Donc disais? Remender est tout seul sur ce coup-là. Et il est épaulé par 4 dessinateurs et presque autant d'encreurs. C'est un peu le bordel. On sent que Axis a été un peu décidé à la va-vite. Et donc je vais vous faire les prémices de cette histoire. Alors grosso modo, il faut avoir lu Uncanny Avengers pour être un peu au courant. D'accord. Donc ceux qui ont lu Uncanny Avengers, opinez de la tête. D'accord. Personne. Juste, je vous direct, c'est vraiment début Marvel Now. Ah, c'est Marvel Non, Now. ouais, voilà, c'est Marvel vraiment Now. quand- C'est vraiment Après le début Avengers d'Uncanny- X-Men. C'est le début d'Uncanny Avengers, D'accord. quand il y a une équipe d'Avengers et de X-Men qui se forment. Leur premier ennemi, si toi tu l'as lu, Red Skull. c'est le Red Skull, Ouais. qui s'est emparé du cerveau de Xavier. Et alors c'est assez débile, mais c'est assez littéral comme Oui. ennemi. C'est-à-dire il s'est implanté le cerveau de Xavier, donc il a des pouvoirs télépathiques. J'ai toujours trouvé ça très débile, mais très très premier degré, genre c'est très Kirby-esque comme idée quoi. Je Et l'absorbe. vraiment c'est stupide au possible. Et quand même il a réussi à tenir quand même 5 numéros comme ça avec tu peux t'imaginer ce que le Red Skull, ce nazi, a pu faire avec le cerveau de Xavier, c'est-à-dire immiscer des idées nazies dans la tête des gens. Je crois que ça commence avec Thor, hein. Il retourne Thor dans Ouais, les il premiers, les retourne un peu tous et c'est ce que tu ferais si un méchant avait le cerveau de Xavier. mais donc ce qui arrive, c'est que Red Skull, qui est toujours en vadrouille, capture Magneto, il capture des X-Men, il les emmène à Genosha. Et donc l'ex-patrie des X-Men et ça, il transforme littéralement ça en camp de concentration, attention métaphore, un camp de concentration pour mutants. Et grosso modo, il se bat contre Magneto, Magneto est aidé de quelques X-Men. Et ce qui se passe, c'est que Magneto finit par tuer Red Skull. Mais du coup, au lieu de tuer cet ennemi malgré tout, et montrer aussi que Magneto est finalement aussi un bad guy après tout parce qu'il continue de tuer, et ben Red Skull se transforme tout d'un coup en Red Onslaught. Et là voilà le début de X-Axis, c'est Red Onslaught, c'est un gigantesque Red Skull de plusieurs mètres de hauteur, un vrai robot de combat. C'est un peu n'importe quoi quand même.
Pour l'instant c'est n'importe quoi, mais après ça va devenir pire. En fait, ils ont copié sur les japonais et les Sentai, non? Oh attends, on l'a battu. Transformation. Et alors donc pendant plusieurs numéros, tous les gentils vont se battre contre cette nouvelle menace, les X-Men et les Avengers tous unis. Mais pour le coup, ça c'est vraiment un festival de fanservice. Hein, c'est un peu le fanservice, et en fait je trouvais que les 2 premiers numéros étaient assez stupides, les 3 premiers numéros étaient assez stupides mais assez réjouissants dans le style. Stupidement jouissif, c'est ça. Stupidement, exactement les mecs. C'est vraiment, ça se bastonne, il y a du grand sentiment. C'est dessiné par Adam Kubert qui a l'air de pas s'en foutre encore trop. Et donc du coup on se demandait jusqu'où ça va aller, mais en fait il y a c'est pas un spoiler, c'est cette histoire, elle est presque induite dans le titre, c'est Axis. C'était qu'au bout d'un moment ils vont faire un trou dans le crâne du gigantesque Red Onslaught. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer par magie, littéralement, il va envahir le mal dans le monde entier, et tout le monde va être inversé autour de son propre axe. D'accord. Et ça va mal tourner. C'est pas parce qu'ils font un trou dans son tourner. crâne, hein, c'est parce qu'il y a, comment il s'appelle, la Red Sorceress ou je sais pas quoi, là, Scarlet Witch qui lance un sort d'inversion pour essayer de récupérer ce qu'il y a de Xavier à l'intérieur. Parce que les X-Men ont encore... Non mais non mais c'est pas vraiment spoilé. Je veux dire, ce qu'on apprend aussi, c'est que Red Skull a utilisé sa télépathie pour que Tony Stark lui fabrique des sentinelles basées sur les connaissances qu'il a acquis sur les héros pendant Civil War, et on voit littéralement des sentinelles nazis s'abattre sur les gentils. C'est absolument n'importe quoi. non mais le début ça allait parce que c'était n'importe quoi. Et après, par espèce de tour de magie, en fait, ce qui va se passer, c'est que les gentils, tout va bouger autour d'un axe. Les gentils vont devenir méchants et les méchants vont devenir gentils. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est très 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 crétin. Et du coup, attends, là tu me dis dans les 3 premiers, donc l'axe en fait, enfin l'inversion n'a lieu qu'au milieu en fait. N'a lieu que dans les 3 à partir du 4e. Ah ouais, d'accord, donc sur 9 ça fait quand même long. Donc ce qui se passe, parce que tu sais ce que ça veut dire. Enfin, quand tu vois Axis, tu te doutes bien de ce que comme tu disais. C'est le premier acte, donc, et ils se séparent tous presque en s'engueulant. Évidemment, puisqu'ils sont tous devenus un peu méchants. Et donc les mutants, le groupe des mutants, ils se disent finalement c'est les humains les méchants, on va faire une gene bombe pour tuer tout ce qui est d'humain. Les Avengers sont devenus aussi des bâtards. Enfin vraiment les gens qui n'étaient pas présents sur la scène, comme Steve Rogers, le vieux Steve Rogers. Oui, il faut avoir lu un peu Captain America pour savoir que Steve Rogers a maintenant 70 ans. Enfin. Et donc il y a pas tant de choses à lire que ça avant, mais les crossovers sont pas d'extrême qualité. En fait, ce qui marche bien, ce qui fonctionne bien dans ce crossover, et il n'y a pas grand chose qui marche bien, mais ce qui marche bien, c'est les méchants qui sont inversés. En fait, le Carnage trop bon. Carnage devient une espèce de bon samaritain, mais débiloïde. Carnage quoi. Il est débile. Non mais ouais, et Spider-Man qui lui n'a pas été victime de l'axe. Spider-Man qui est encore gentil, il voit Carnage en train de sauver des gens et il sait pas s'il faut vomir dans son masque ou pas. C'est Carnage est la bonne réussite de ce truc. Après, la pauvre Scarlet Witch en prend plein la gueule et je me demande... Ça fait genre 12 fois de suite, non? Ouais, et là, Scarlet Witch qui est devenue méchante, elle s'attaque à son père qui, lui, n'a pas été inversé. On en parle de ça ou pas? Eh ben ouais, on peut... Quoi, sans spoiler. Il y a un gros father issues là-dessus. Non, je pense pas que ça peut être que c'est un spoiler, parce que c'était quand même une des grosses annonces du mois de décembre. Moi, je l'ai su avant de lire Axis, mais genre il y a un mois, quoi. Ouais, c'est ça. Comme un salaud, je l'ai tweeté, mais en même temps, c'est pas un axe... C'est à cause de toi, enculé. Ouais, désolé. C'est pas un axe majeur de l'histoire, c'est juste Marvel qui essaie de se réapproprier discrètement. Alors ça n'a aucune influence sur la continuité. Ça n'a aucune influence sur la côté, ça n'a aucune influence légale. Les personnages, ils appartiennent aussi à Fox selon leur accord, mais c'est juste histoire de mettre un WAD, si vous me permettez l'expression. Alors parle-en, parce que là c'est en fait, grosso modo, ce qui se passe, c'est que Scarlet Witch balance un sort, elle dit que toute ma famille subisse le froid de mes pouvoirs magiques, blablabla. Et là, elle agite les bras, et là, elle voit juste son frère qui se tord de douleur. Elle dit mais Magneto n'est pas touché. Cela veut dire que tu n'es pas mon père, d'après un avis du notaire et de l'huissier de justice. C'est littéralement ça. C'est très très teubé. Et tu sens que ça a été complètement guidé par la politique éditoriale de Marvel.
Et ça donne un peu le ton de ce crossover un peu pourri quand même. Oui, parce que c'est pas des personnages. C'est pas des personnages C'est pas des majeurs. petits, tu vois. Non, mais c'est pas des majeurs, c'est des second tiers, comme on dit. Hein. Mais quand même, leur filiation, elle est. Oui, non, alors, c'est un peu la. Moi, je suis un habitué. J'adore Polaris, la pauvre Polaris qui était la girlfriend de Havok. La pauvre Polaris qui était présentée comme la fille de Magneto. Et ensuite, c'est plus la fille de Magneto. Ensuite, c'est redevenu la fille de Magneto. Je te jure, son moral doit être terrible. Elle est redevenue 6 fois la fille de Magneto. Axis, Polaris, tout ça. Non mais la pauvre, et je pense à ces pauvres Pietro et Wanda quoi. Ouais. On leur dit Magneto, ce nazi de poche là, en fait c'est ton père et c'est plus ton père et tu sais plus sur quel pied danser. Hein. Moi je me mets à la place de ces héros. Non honnêtement c'est pas un très bon crossover. Et alors sans spoiler la fin puisque j'ai quand même du respect pour les gens qui lisent. Sans spoiler, ils trouvent un truc pour que certains ne s'inversent pas et qu'ils restent selon leur statu quo. Et malheureusement, c'est tombé sur un de mes personnages préférés. Wonder Woman. Non. Batman. Non. Non, mais je spoil, c'est l'un des frères Summers. Et Oh, alerte au spoiler. Alerte au spoiler, les enfants. Non mais soit dit en passant, le problème c'est que pour plein de gens Cyclops c'est un bad guy depuis 1 an, 2 ans. Oui. Et Alex il est le bon samaritain. Enfin, et toi il y en a un troisième. Je spoilerai pas, mais son nom c'est. Voilà, c'est lui. Ah non mais lui on le sait, il a été envoyé dans la galaxie. Mais peu importe, ce crossover est assez nul et c'est très décevant de la part de Remender, mais on sent que éditorialement il peut pas faire grand chose. Et j'ai un autre problème, c'est qu'en ce moment je suis en train de lire Time's Run Out qui est le crossover des Avengers, qui se passe 6 mois plus tard et il n'y a rien de vraiment très très cohérent. On sent qu'ils sont dans une petite... c'est comme s'ils étaient dans une piscine pour 12 personnes d'un côté et qu'à côté il y a vraiment quelque chose de vraiment beaucoup plus grand et beaucoup plus intéressant qui se passe dans un stade. Et on est coincé avec cette petite piscine dont on n'a rien à foutre. L'épilogue de Axis c'est vraiment nul. Hein. Je sais pas si je vous ai donné envie de lire ça. Moi, et j'ajoute au fait que parfois il y a des petits moments de personnages intéressants, mais c'est très très mal dessiné. On sent qu'ils ont tous bâclé leur travail. Ça fait vraiment mal de voir Jim Cheung et dessiner vraiment si mal. Enfin moi Axis je l'ai pas fini, j'ai pas fini l'axe principal. C'est juste que sur le fond, ça se sent que c'est assez mené éditorialement pour que ce soit vendu à mort. Mais sur le fond, j'ai trouvé ça en fait comme je disais en fait, pour moi je lis juste un truc de fan service en disant ok, je vais faire un rapprochement sur lequel on va me taper à mort, mais c'est un peu comme Thanos et le gant de l'infini en fait. T'as juste envie de voir énormément de super héros qui se tapent sur la gueule avec un gros méchant. Ouais, mais Thanos, il y a tout un truc. Attention, le rapport que je fais est très 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 lointain. Mais dans l'idée, c'est voir plein de super héros qui se tapent contre un gros nazi. Le truc, c'est que des crossovers maintenant, il y en a un tous les 3 mois. Voilà. Il y a un gros event tous les 3 mois. C'est un problème. Et ils essayent de remanier à chaque fois. Et en fait, le gros event, on sait tous, c'est l'année prochaine, le gros truc de Time Run Out où les Avengers avec les mondes différents, ils nous ont teasé sur 1 an là-dessus. On sait que c'est ça le gros truc et que ça a été fait un peu... pour faire patienter, pour combler le terrain, et souvent ils font ça et c'est souvent décevant et ils devraient vraiment faire gaffe quoi, parce qu'en plus Remender c'est un mec qui a du talent et on sent que vraiment c'est pas sa cam et c'est dommage parce que ça gâche un peu Uncanny Avengers qui était vraiment bien. Son arc sur Uncanny Avengers spatio-temporel là, c'était vraiment super. Excuse-moi, juste une question par rapport à Uncanny Avengers, ça suit Uncanny X-Force ou il faut le dire Alors Uncanny Avengers suit Uncanny X-Force, mais tu sais thématiquement il y a beaucoup de choses qui reviennent. Il y a beaucoup de choses qui reviennent et dans cet arc et dans les autres qu'écrit Remender en fait. Julien, le truc qui me chagrine quand même encore vachement avec les gros événements comme ça, c'est surtout qu'il faut déjà lire tout un tas de trucs normalement pour s'investir à fond. Quoique là, dans le cas d'Axis, c'est pas forcément nécessaire. Non, les 9, ça suffit. Les 9 se suffisent à eux-mêmes et c'est vraiment pour gratter quelques petites infos par-ci par-là pour savoir ce qui s'est passé, que tu les tie-in. Mais c'est surtout, ils en enchaînent vraiment trop. Avant, c'était ils construisaient un climax en annonçant un event. Maintenant, c'est limite. Ça commence. Tu as terminé un event. Tu es en train de passer sur l'autre. Quand est-ce qu'ils ont le temps d'écrire des stand-in, des stand-alone, des trucs le truc tout qui seul me pour choquait, c'était que quand pendant l'été, Axis commençait, il y avait déjà des banderoles sur les comics. In 9 months,
Time Runs Out et ainsi de suite. Et donc maintenant, mais en plus, Time Run Out est vraiment chouette, quoi. Parce que là, c'est Hickman, il fait ça depuis plus de 30 numéros, il a préparé son coup, c'est assez bien écrit, même si on n'aimait pas trop ces Avengers qui sont pas très personnels, hein. C'est pas genre les buddies qui se font des high five et des brofists, ils se détestent tous et c'est justement ça vers là que va Time Run Out, c'est qu'ils finissent tous par se détester et se faire la guerre. C'est un Civil War bien fait en fait, quelque part d'ailleurs. Mais là vraiment ça a été vraiment bâclé, tu sens que c'est un numéro d'Uncanny Avengers qui a mal tourné parce qu'il a fallu inclure les X-Men, quoi. D'accord. On pouvait dire à peu près la même chose de c'était je pense l'event de la même envergure d'avant qui était Avengers vs X-Men qui pareil est annoncé très longtemps à l'avance. L'event a lieu, il se passe que dalle. Il n'y en a pas eu entre temps. Non mais je veux dire majeur. Parce que j'ai un trou de mémoire. J'ai un doute sur le fait qu'il y a un truc aussi gros entre AVX et ça en fait, mais. Je sais plus parce qu'en plus en même temps il y a Spider-Verse, tu vois, qui est l'autre event Spider-Man. Spider-Verse qui est génial. Cool, je veux pas spoiler mais le dernier numéro est extraordinaire. Ouais non en fait je trouve que la comparaison avec AVX est un peu hardcore parce que AVX était quand même assez cool sur plein de trucs. Il y avait des moments de grands héros dedans en fait. Enfin, le moment de Spider-Man quand il se bat contre le Phoenix Colossus, c'est oufissime quoi. Genre le moment il est épique quoi. Ouais, là dans Axis t'as pas un moment où tu te dis putain mais c'est ouf, c'est du fanservice, tu lis ça avec plaisir mais c'est tout. Average en fait. Dans Axis, tu fous plein des énormes super-héros qui se battent contre un nazi robot gigantesque de 30 mètres. Mais pourtant, tu te dis ils l'ont battu. Et alors, à aucun moment, t'as rien. Je tiens à dire encore un truc, c'est là où c'est Marvel est vraiment pas très malin, c'est qu'ils ont lancé la série supérieure Iron Man qui fait écho à Axis, mais qui a spoilé complètement la fin d'Axis, genre un mois avant quoi. Genre vraiment, après c'est pas comme s'ils allaient tuer tout le. C'est pas comme s'ils allaient tuer tout le monde Marvel dans un crossover et tout ça. En fait, c'est ça, c'est dans je tiens à vous rappeler aussi que Wolverine est mort entre temps. Hein, on s'en fout un peu. Enfin. Mais non, mais c'est ça pour le coup. Axis, en fait, à aucun moment t'as peur pour tes héros. En fait, c'est vraiment du. Bon, ok, ils se bastonnent, c'est cool, machin. Tu sais que ça finira bien, que ça reviendra un peu à la normale. Tandis que dans AVX, enfin la référence à laquelle je fais pour Spider-Man, en fait, ce moment-là, il est tellement épique que, enfin, moi, je tournais les pages, j'avais peur de voir Spider-Man se faire vraiment péter la gueule et en crever, quoi. Et c'était vraiment. Non, mais t'avais vraiment un truc, tu sentais qu'il y avait quelque chose derrière. Ou même, ça me plaisait de voir Iron Fist qui entraîne Hope, tu vois. C'est des petits moments, ça va. Et en fait, je crois que ces crossovers, parfois. Il gagne à être écrit par plusieurs têtes que par un mec parce qu'un mec il doit maîtriser plusieurs séries en même temps, la chronologie des machins. Moi, je sais pas quand ce truc il a lieu. On voit que Thor c'est pas Thor parce qu'il a été remplacé par une meuf, mais du coup où est-ce que ça se situe dans le temps? C'est très très mal fichu tout ça. C'est vraiment c'est pas un bon crossover. Alors, du coup, vas-y, question, est-ce qu'il y a des gros events comme ça qui sont en préparation ou qui sont en fin du côté DC aussi? Parce que moi, justement, c'est ce dont je voulais parler en fait. Genre, est-ce que au niveau de la production, est-ce que Marvel ce sont les rois de ça? Et est-ce que, enfin, je sais qu'il y a un truc qui se passe chez DC, mais dans le passé. C'est Convergence? Non, c'est Future's End. Future's End. C'est en train de finir. C'est le end. Et puis il y a le crossover de la GLA Forever Evil. Tu sais le truc où les méchants du monde parallèle de DC débarquaient et butaient tout le monde. C'est de la merde, non? C'est pas ça? Alors, on s'en fout pas. Tu sais quoi? Je m'en branle. Non, alors non. Non, parce non, c'est pas de la merde. Non, c'est en train de me dire. Non, c'est pas si nul parce que ça. Le but était de changer quelques statu quo et c'était assez intelligemment fait. Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec Dick Grayson. En fait, moi, je sais que plein de gens ont détesté, que vous avez bavé dessus quand j'étais pas là. Et je sais qu'à cause de ça, vous aurez des petits pénis toute vos vies. Mais ce n'est pas la question. En fait, Forever Evil avait une bonne idée, c'est-à-dire que les gentils gagnent tout le temps. Mais en fait il suffirait que les méchants gagnent une fois pour que ça soit la merde, et là les méchants avaient gagné quoi. Et c'était parti de cette idée. C'est pas ce qu'ils avaient fait avec Old Man Logan? Non, mais Old Man Logan est un monde parallèle. Oui, non, mais dans l'idée ça reste pareil. Non, mais d'accord. On est des méchants. Ce que je veux dire, c'est que là ça m'apportait vraiment. Tu sais quoi? Tout le monde pensait qu'ils allaient tuer Dick Grayson parce que tout le monde prédit qu'ils vont tuer un jour Dick Grayson, et là ils ont fait un truc
un twist assez plus rigolo avec Dick Grayson. Ils ont fait croire à sa mort, ils l'ont outé. C'était pas si con ce qu'ils ont fait. Ils l'ont molesté. Et en plus, ça a donné le fait que Lex Luthor a rejoint la JLA, ce qui est un statu quo assez intéressant. Je veux dire, pour une bande de super-héros dont pas tout le monde a quelque chose à foutre. Là, tout d'un coup, le Némésis de Superman rejoint la JLA. C'était pas si mal comme idée, quoi. Alors, et on va finir là-dessus. Est-ce qu'il y a trop d'events chez Marvel ? Oui. Non. La réponse. Il y en a pas assez de bien écrit, c'est ça le problème. Il y en a trop, il y a trop de merde pour repérer les bons trucs. Mais Spider-Verse, c'est vraiment bien. Ça, c'est cool. Spider Island était très cool l'année dernière, vraiment très très cool. Et même ce que a fait Spider-Verse à côté, les Edge of Spider-Man et les Spider-Man avec les Scarlet, les clones de Spider-Man des autres, cool. C'est vraiment très très bien écrit. En fait, il suffirait de bien écrire tout et tout serait résolu. Le seul problème, c'est vachement plus compliqué. Il suffit d'essayer, c'est ça. Tu dupliques Hickman, Remender et... Non mais la preuve c'est que même Remender tout seul là c'est compliqué pour lui. Ouais, mais là comme je disais il a été trop guidé en fait, il n'était pas lâché comme il voulait faire. Mais là j'ai vraiment la foi en Hickman, ce qu'il fait sur Avengers. J'ai vraiment l'impression qu'il va faire quelque chose de correct. Et pour faire un bon event, il faut du temps, des ressources et tout ce que tu veux. Et s'ils en font 3 par an, tu disperses tout le monde en fait. C'est trop tard. Tu peux plus travailler pour tes persos. Tu t'es au service. C'était aussi le grand problème des années 90. C'est que les auteurs, ils avaient leur série, puis on leur annonçait bon bah il y a un event bientôt et puis peut-être on va tuer tes persos et tout ça. Il fallait qu'ils s'adaptent à toute cette merde. Et c'est arrivé très souvent que les auteurs se barrent après les events ou même avant parce qu'ils voulaient pas se faire imposer des choix éditoriaux. Souvent c'est pour faire des dictats éditoriaux. Mais n'oubliez pas que Marvel Now et tout ça vient d'event aussi. Marvel Now, pardon, c'est bien d'Avix. La fin d'Avix, c'est ça qui lance. Mais non, mais après, il y a tellement de manières de... Maintenant, de toute manière, c'est le reboot permanent de tous les héros qu'on aime. Tous les 6 mois. Bon, bah en fait, il est pas marrant. N'oubliez pas qu'il y a un nouveau Hawkeye qui arrive, quoi, je veux dire. Quoi ? What ? Ah, t'es pas au courant que Hawkeye Oh non, putain ! Oh non, je suis triste parce que je suis tellement à la bourre là. D'ailleurs, on va en parler juste après. Mais non, mais c'est pas un spoil. Ils ont annoncé Hawkeye 1 nouvelle série par 2 nouveaux auteurs, quoi. Oh non, bon, j'arrête de lire Hawkeye. J'arrête de lire Marvel. J'arrête cette émission. Reviens. Allez tous vous faire foutre. Reviens. Bah écoute, c'est bon. Je vous ai donné envie de lire, j'espère. Non. Essayez Time Runner, vraiment. Non, mais ça par contre oui. Et mais Time Runner est encore plus compliqué à lire. Il faut lire genre 30 numéros d'Avengers. Alors en parlant de 30 numéros en parlant de ça, il y a un bon site que tu m'as d'ailleurs passé en préparant l'émission qui s'appelle comicbookheralds.com. Je vous mettrai sur Twitter le lien qui donne des listes de lecture pour tous les gros events. Bon, c'est basé Marvel à la base puisque d'ici ils en font pas tant que ça, donc c'est pas compliqué à suivre. Mais c'est très utile quand on veut recommencer Civil War, recommencer un truc. Ouais, tu dis ça, il y a un crossover Green Lantern, il y a un crossover de tout ce que tu veux. On s'en fout ou pas? Oui. Voilà. Donc, merci pour ce petit dossier. Tu nous quittes, c'est ça? Ouais. Je vais faire la cuisine. Je viens de te chasser. Je vais aller faire la cuisine. Merci et à très bientôt dans Comics Podcast. Je vous dis à bientôt. Et donc on enchaîne tout de suite avec les revues. Cette semaine, comme je disais dans le sommaire, on va parler de Hawkeye vs Deadpool. Merci pour le chrono. Que Zef va nous présenter. Donc c'est la toute très récente série qui a commencé en octobre chez Marvel. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Zef Iriel? Alors c'est un nouvel mini-histoire qui a commencé. Ouais, voilà. En fait, ça se cale en même temps que la série Deadpool qui a été relancée avec All New Marvel Now, tout ça machin. Donc ça se passe en parallèle. C'est par Duggan, Lolly et Peter. Donc je ne connaissais pas ces artistes spécifiquement, mais ils ont pas Duggan, c'est toujours été l'auteur de Deadpool depuis. Ouais, de Deadpool un petit moment. Il a fait du Hulk aussi, il a fait pas mal de choses. Donc Hawkeye versus Deadpool, c'est quoi? En fait, c'est une mini-série, comme on l'a dit, qui commence un peu bizarrement, on va dire. En fait, je l'adore cette série. Elle commence en fait avec Deadpool, donc qui avec sa fille, parce que Deadpool a une fille depuis sa série qui commence maintenant. Il est avec l'agent dont j'ai oublié son nom, l'agent du Shield là, qui est Robotica, je sais plus quoi, et qui fête Halloween en fait, et il se retrouve en fait dans le couloir qui mène vers l'appartement tout miteux de Hawkeye. Ouais. Déguisé en Ultron. À Brooklyn. Pressbot, voilà ça. Et donc du coup ils font la tournée de bonbons et ainsi de suite. Et au fur et à mesure ils continuent leur tournée de bonbons. Et à un moment il y a un mec qui va chez Hawkeye qui essaye de déposer des bonbons. Hawkeye l'envoie chier. Et il se passe un truc dans la rue. Il y a un coup de feu.
Et il y a une scène que je trouve vraiment fantastique en fait, où tu vois Deadpool qui arrive dans le couloir, il retourne donc chez Hawkeye pour dire un truc, une connerie, pour s'excuser d'une connerie je crois. Et en fait t'as Hawkeye qui ressort genre direct en tenue de super-héros, qui se casse pour aller sauver l'innocent, la veuve et l'innocent. Je trouve ça génial. Et t'as Deadpool qui est là en disant putain moi si moi je suis un héros et je devrais y aller et tout, et tu l'as changé comme un stripteaseur en fait. J'adore cette scène. Il déchire trop stylé. Et donc en fait il y a une enquête qui va être menée en fait sur des espèces de semi méchants qui se déguisent en super-héros. C'est un peu des lotières, des gars qui se déguisent en Punisher, en Daredevil machin, et il y a toute une espèce d'enquête qui se passe autour de ça. Et ça reste du Deadpool dans le sens où c'est ultra méta, c'est plein de références, c'est plein de blagues en permanence. Le tout mené à la vie dure de Hawkeye, le loser permanent du monde de Marvel, et avec ils vont donc avoir cette enquête ou qui vont les mener vers Black Cat. Je spoil pas trop en disant ça. On la voit assez tôt. Hein. On la voit assez tôt. Donc Black Cat qui est comme son espèce de pouvoir pourrave qui rend les gens tout à fait malchanceux, et le tout mené avec du Deadpool et du Hawkeye, ça donne juste un truc fantastique je trouve. Au niveau du dessin, rien à dire, c'est beau. C'est dynamique, c'est super intéressant. Il n'y a pas un petit changement entre le 1 et le 2 ? Ou alors entre le 0 et le 1 ? C'est entre les 0 et le 1. Ouais. 0 et 1. Ouais. Moi j'ai préféré celui 0. C'est Kameni sur le 0. Non, j'ai une connerie, c'est entre le 1 et le 2. Il y a un dessinateur. C'est quand même relativement sensible, il garde l'ambiance graphique des deux premières. Ouais, c'est un peu plus pastel sur le 2 en fait, au niveau des couleurs surtout. Donc voilà, c'est une super série, faut la lire si on aime Deadpool. Elle se passe en parallèle donc de sa série originale. En même temps, je peux conseiller rapidement Deadpool Dracula's Gauntlet, qui était la série où Deadpool se marie. What ? Et voilà. En fait, moi, rien m'a choqué de tout ça, c'est qu'il soit marié, qu'il ait des enfants, parce que je connaissais absolument pas le personnage de Deadpool. Et donc pour moi, il a des enfants. T'as pas écouté le podcast sur Deadpool vs X-Force ? Oh, je suis désolé. Oh là là. Je me suis fouetté avec des orties pour expier mon péché. Moi je trouvais ça marrant parce que j'en parlais avec des potes justement de cette série, et ils disaient mais putain, mais attends, il a une fille ? Ah oui, tu lis pas la série originale ? Il fait bah non, putain, vas-y, faut que tu lises ça, Et en fait, je trouve que c'est un personnage qui a été tellement énormément de fois maltraité en fait par les auteurs, avec des séries de merde, avec son début sur la nouvelle série il était à mon sens totalement à chier, que je trouve il a été vraiment maltraité, et du coup voir qu'ils font des petits permanents entre guillemets sur sa série en lui mettant une fille, une femme, des machins, ça fait vraiment le héros qui commence à sortir de la merde, à la tête de l'eau un peu, et qui dit ok vas-y on va en faire quelque chose de bien en fait. Julien, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai trouvé ça super cool, surtout pas en tant que comics de super-héros, parce que c'est un peu des gros losers. Ok, il a pas des méga pouvoirs, mais il est badass, il manie l'arc comme personne. Et d'ailleurs, il y a une super scène où tu commences à lire, tu te dis en fait c'est un comics de blague, et puis en fait non, il a un arc à moitié cassé, il fait un tir à 300 mètres, il arrive à toucher sa cible, enfin 300 mètres j'exagère. Il loupe pas ? Non, je crois qu'il loupe à ce moment-là. Il l'a dans la jambe. Ah oui, il la touche. Et donc c'est super stylé, mais à côté de ça, ils passent leur temps à faire un duo comique de je suis loser et moi je suis ton pote. Non, t'es pas mon pote, t'es n'importe qui, t'es Deadpool, casse-toi, je veux pas tout. Ils passent son temps à essayer de s'incruster, ils font des blagues toutes les 3 secondes. Comme tu dis, il y a des références, mais partout. Quand il y a le gamin déguisé en Watu, avec une balle entre les 2 yeux qui débarque, j'ai halluciné. Too soon. Il y a aussi la référence, ça c'est toi Ike qui me l'avait dit, mais parce que je l'ai pas lu Hawkeye du tout, mais la référence avec l'enquête du chien sur la série Hawkeye qui est cool. Parce que comme tu disais, la série, cette mini-série est dans la continuité de la saison actuelle, du run actuel de Deadpool, mais c'est également le cas pour Hawkeye. Et du coup, il y a une référence donc à cette fameuse scène du chien et de la pizza dans le 7 ou dans le 8 de Hawkeye, qu'il faut absolument que vous lisiez, où en fait il y a quasiment pas de dialogue dedans, et en fait le héros est un chien qui résout une enquête, et du coup ils ont remis ce schéma parce qu'en fait tout marche par flèche, petites icônes, petites bulles, parce que je pense qu'il essaye de représenter l'esprit d'un chien qui cherche quelque chose, et il refait ça, et sauf que Deadpool ça le saoule, il dit mais qu'est-ce qu'on fait, elle est où la fin là, je comprends rien, casser les cases avec sa main. Attends, on accélère, bordel de merde. Ouf avec Deadpool, il est tellement méta, il casse tellement 4ème mur en permanence que tu peux t'attendre à tout et n'importe quoi, c'est fun et c'est bien amené en fait. C'est comme cette scène de Mario Kart avec des personnages Marvel dedans en fait. C'est juste, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Mais d'ailleurs ça casse complètement le rythme, ils sont censés chercher des pistes pour je sais pas quoi, ils font vous venez chez moi, on va jouer à Mario Kart. Ouais ok. T'as 2 pages où ils jouent à Mario, enfin le pseudo Mario Marvel.
C'est vachement cool. Alors, donc là, on enregistre, on est le 7. Moi, j'ai acheté le dernier tout à l'heure, donc j'ai pu le lire. Ouais. Donc en fait, il y a 5 épisodes. Il y a le 0, qui est un peu plus long que les autres, le 1, 2, 3, 4, et donc le 4 vient de sortir ce mercredi. Et en fait, il y a une assez subtile référence à Dawn of Justice, où en fait, un des personnages s'appelle Dawn, et elle vient du département de justice. Et donc quand elle se présente, elle fait I'm Dawn of Justice, et ça fait rire Deadpool jusqu'à la mort. C'est assez drôle. Moi, rien que pour ça, ça m'a vendu la série. Après, bon, il ne se passe pas grand chose, mais après, c'est juste l'interaction de ces deux personnages qui n'ont pas grand chose à voir, et d'ailleurs ils n'arrêtent pas de se le répéter. Ils se connaissent pas tant que ça, ils ne s'apprécient pas tant que ça. Deadpool estime que Hawkeye c'est un Avengers de merde, et Hawkeye estime que Deadpool est un con en fait. Il est même pas un héros en fait, c'est juste un connard quoi. Et pour le coup, c'est un peu l'écho qui se fait sur toutes les séries, les mini-séries Deadpool en fait. Ouais. On parlait la dernière fois, dans une émission précédente de Deadpool versus X-Force. Ouais. En fait, c'est exactement ça. C'est la série est cool à lire. On se marre. Il y a plein de références. Toujours pareil, c'est du Deadpool, mais en termes d'histoire, bon, ça apporte absolument rien. Il n'y a pas d'incidence. Il n'y a aucune incidence. On n'est pas sur un event de ouf qui va changer l'axe des gens, machin. On n'est pas sur ça. Mais toutes les mini-séries Deadpool qui sont sorties, et là il y en a encore quelques-unes que je crois qui vont sortir. C'est pareil, il y a Art of War de Deadpool aussi. Dont on va parler très prochainement. Qui a peut-être un peu plus d'incidence, parce que moi je la suis. Elle a un peu plus d'incidence au niveau du monde. Pour Thor et Loki, il y a plein de trucs, mais voilà, à la fin tout redeviendra normal, et puis au final ce sera juste une parenthèse qui aura eu lieu dans le monde. J'ai la sensation que c'est difficile pour les auteurs, vu le côté un peu blagueur et complètement je casse le 4e mur en permanence de Deadpool, de créer des répercussions à ses actions en fait. En fait c'est amusant parce que sur l'ancienne série avant All New Marvel, en fait il y avait donc Deadpool qui avait sa série originale, était vraiment, je le considérais un peu comme dans un monde parallèle par rapport à tous les autres Marvel. Parce qu'il a participé à jamais ou très rarement aux events qu'il y avait. Il avait toujours, quand il rencontrait d'autres super-héros, à un moment il faisait un truc avec Captain America, c'était tout à fait pourri en fait, parce que il décrédibilise tout l'univers qu'il y a autour de lui. Et là il y a eu un moment dans cette série-là où il essayait, il a même fait partie des X-Men pendant un temps, et il essayait en fait de le faire passer pour un héros en disant ok, Deadpool veut devenir un super-héros, donc pour ça il va créer des incidents et il va les résoudre en tant que super-héros. Et ça on le retrouve dans le jeu de cartes de deck building dont je parlais à Noël de Marvel, où il y a une carte spéciale où quand tu le sors, tu fais un événement mauvais pour le jeu, mais lui va devoir essayer de le régler derrière en fait. Donc tu as tout un côté comme ça, et là pour le coup je trouve dans les mini-séries et dans la nouvelle série qui est là, ils essayent un peu plus de le faire passer dans le monde du Marvel et du héros en fait. D'accord. On a fait le tour, ça fait un petit moment qu'on est dessus. C'est une petite série, c'est 5 épisodes, ça se lit tout seul, et en plus ça va vous donner envie de regarder Hawkeye. La série, le run toute seule. Mais Daniel m'a fait du mal tout à l'heure en disant que c'était fini, mais bon, en même temps je suis tellement à la bourse sur plein de trucs, je suis même pas au courant de ça, je suis désolé, pas très pro tout ça. On va passer au deuxième titre, on va parler, Julien d'ailleurs tu vas garder la parole, on va parler de Cloaks. Donc cette série de chez Boom Studio, on avait déjà fait une revue d'une autre série, oui, c'était Robocop. Je peux faire une toute petite aparté sur Robocop, sur l'émission où j'en parlais, parce que je dois faire un mea culpa en fait. On t'a insulté sur Twitter, c'est ça toi aussi? J'ai quelques potes, j'ai un pote qui m'a insulté parce que j'avais fait une comparaison de Robocop avec Judge Dredd au moment du dessin, donc je m'excuse humblement envers lui. C'est pas du tout, je faisais pas une comparaison dans le sens que Judge Dredd c'est de la merde, au contraire, donc voilà, je m'excuse. Voilà, donc cette personne, il s'excuse. On va passer à la suite maintenant, c'est bon, t'as fermé? T'as fini? C'est bon, c'est bon, fermer ta gueule. Alors, non, j'ai donc voilà, Cloaks, donc c'est la série de Boom Studio, 4 épisodes. Je sais pas pourquoi j'en ai mis 4. Parce qu'en fait, je pensais que c'était une mini-série aussi. Non, pas du tout. Hein. D'accord, j'en ai eu 4. J'ai bien compris. J'espère que ça sera plus court. Je vais te laisser le présenter, s'il te plaît. Oui, je sens tes a priori que je les partage dans un sens. Bon, je vais essayer de vous décrire ce que j'ai ressenti en lisant Cloaks. Donc, à l'histoire, on a Caleb Monroe, à l'art, on a Mariano Navarro, et aux couleurs Gabriel Casata. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur Cloaks. Voilà. C'est bon, Navarro, on va passer donc à la troisième série. Et donc Cloaks, c'est comment décrire ça? Alors, on part d'un magicien escroc, un jeune magicien super doué, il fait du street art, il arrive à faire disparaître des statues devant les gens tout en leur piquant leur porte-monnaie et qui s'en rendent pas compte. En même temps qu'il essaie de draguer une meuf, il a la classe, il est jeune, il est talentueux. Et puis un jour, il se fait choper au début du premier tome.
Et Tom, putain, je suis pas en train de faire l'avocat du volume. Et il se fait arrêter. Il se fait pas arrêter par un truc, par la police réglo, mais par une police secrète. On sait pas encore exactement qu'est-ce que c'est. Ils ont un sigle, je m'en souviens plus. Ça n'a pas une réelle importance. Je crois que c'est Clubs d'ailleurs, non? C'est pas ça? Je sais pas, j'ai tellement lu de. Ils ont des manteaux. Et du coup, il se fait recruter en fait par cette équipe pour débusquer d'autres gens talentueux comme lui. Et donc j'utilise le mot talentueux parce que ici on va avoir une sorte de pseudo-ligue des gentlemen extraordinaires, c'est-à-dire des gens qui ont des habilités spéciales. Il va faire partie d'une unité qui est là pour essayer de capturer des gens très doués. Donc voilà, c'est surhumains. Des surhumains au sens où ils sont très forts dans leur domaine spécifique. C'est pas véritablement des pouvoirs, c'est du talent et du travail. Et donc après une petite série d'entraînements, un montage digne de Rocky. Ah là là, je tire, je deviens meilleur au tir, je me bats, je deviens plus fort en baston. Ah putain, c'est tellement téléphoné. Ensuite, on arrive sur une routine un peu à la white collar, tu sais, FBI, agents très spéciaux, je sais pas quoi, où il est en tandem avec des agents normaux et il va essayer de se mettre à la place des types qui ont des habilités particulières, parce qu'il est très futé, en plus d'être magicien, il est mentaliste, etc., pour essayer de coincer une meuf qui est aussi douée que lui au niveau de ses capacités cognitives et qui essaie de récupérer d'autres gens dans leur style, des gens très doués, pour former une bande de... Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ça a l'air d'être méchant vu qu'ils veulent les arrêter. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire à partir de... Le dessin est sympa, ça me fait un peu penser à ce qu'on avait vu sur Gotham Academy. Pas tout à fait, c'est à très jeune, des couleurs pastel vives. Ouais, Gotham Academy, c'est un peu kawaii dans le style japonisant, quoi. Alors que là, les traits sont très détourés, très gras. Et ça me fait penser un peu à des trucs, tu sais, comme Archie. Oui, j'ai pensé à du Archie par exemple, un style un peu italien, peut-être que Mariano Novaro il est pour quelque chose. Et donc c'est pas dégueu au niveau du style graphique. Non, j'ai imité un accent. Et le style est sexy sans plus, mais c'est vraiment l'histoire qu'on sent qui peine. Il n'y a rien qui se passe, il y a des enjeux, je sais pas. Moi, je sais pas aussi drastique que ça en fait. Très sur la retenue. Au bout du 3e tome, il y a une sorte de cliffhanger et tu te dis il va peut-être se passer des trucs, mais t'es vraiment sur ta fin en fait. T'as pas de réel enjeu, t'as pas de réelle motivation et t'as lu un truc qui est passablement joli et je sais pas ce qui va se passer. Moi, je trouve que la série en fait, enfin, je suis pas méga fan, je continuerai pas à lire ça clairement, mais ce que je trouve assez sympa en fait, c'est l'univers où il y a pas de héros spécifiques, il y a pas de pouvoir, il y a pas machin en fait, et ils ont réussi en fait à faire à tirer des super héros de ça dans un sens. Ok, t'as un super talent, t'as un super acrobate, t'as un truc machin, et donc il reste crédible dans l'univers et ils arrivent en fait à créer une espèce de ligue par rapport à ça. Donc c'est du vu, c'est du déjà vu, revu et recraché. C'est vrai que les planches où justement ils montrent les super méchants et utiliser leur aptitude, par exemple l'acrobate, c'est super bien décrit, etc. C'est très graphique. Pareil, il y a un super héros, il arrive à débrancher son cerveau de la douleur ou des trucs comme ça. C'est méga badass. C'est tellement bidon. C'est bidon parce que ça se voit pas sur lui en fait. Il serre les dents. D'ailleurs, je trouve que le personnage ressemble beaucoup à Balrog de Street Fighter, mais oui, c'est vrai. Alors, c'est pas une série qui casse 3 pattes à un canard, comme dirait l'autre, mais c'est pas. Waouh. Pardon. Non, rien, on se moquait de toi. Ok. Et pour le coup, mais je trouve l'idée assez pas mal. Enfin, pas si mal que ça en fait. Le truc, c'est qu'en effet, l'idée est bonne. Ça aurait pu être super, mais je trouve qu'il y a vraiment rien qui m'accroche. Il manque une intrigue de fond qui accroche. Que ce soit au niveau de l'intrigue ou au style graphique ou au niveau de narration, découpage des panneaux et des trucs comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est un peu trop plat, que ça manque un peu de dynamisme. Alors je confirme carrément qu'il y avait que 4 épisodes et que le 4 est un cliffhanger de ouf. Sans deck ? Ouais, c'était prévu comme ça et non, c'était, enfin il me semble, je me trompe peut-être, mais là j'étais sur le site de Boom, mais je pense qu'il n'y a pas de 5. Mais c'était prévu comme ça, c'est pas que ça part marché ou pas. Et je voyais que le numéro 1 avait une deuxième impression, donc ça veut dire que ça a très très bien marché. Ah merde. Et l'autre chose que je voulais ajouter, c'est que la personne à l'origine de cette histoire, c'est pas un auteur comme on en voit partout, c'est un ancien comédien de Disney, un peu à la Violetta, à la Britney Spears, à la Justin Timberlake, qui s'appelle David Henry, l'espèce de petit beau gosse qui apparaît très intelligent, mais c'est lui qui a quand même eu cette idée, donc c'est de sa faute.
On peut le féliciter quand même. Merci. Non mais apparemment ça a pas trop mal marché hein, donc. Mais bon moi surpris. J'ai vraiment pas apprécié ce truc. Le dessin j'ai pas aimé du tout. Il y avait beaucoup de stéréotypes. Je sais pas. Moi ça m'a fait penser à la série télé. Je sais pas si vous avez connu Alpha. Oh oui. Ouais. On essaie de mettre en scène des personnages qui ne sont pas des super-héros, qui ne sont pas des X-Men, qui ne sont pas des aliens, mais qui ont des possibilités parce qu'ils se servent de leur cerveau un peu plus que les autres. Ça me faisait un peu penser à ça dans le côté il fait ça mais mieux que les autres. Il fait ça mais mieux que les autres. Non. Ouais, mais Alpha du coup c'est pareil, tu pars d'une idée qui aurait pu être sympa et c'est juste que c'est maltraité quoi. C'est un peu, ça fait cheap et tout est plat, il se passe rien, c'est le dommage du truc. Ça aurait pu être très bien, franchement. S'il y avait une bonne trame de fond, ça aurait pu être une série qui sortait un peu du lot. Mais là, pour le coup, qui a eu une réimpression, ça veut dire que ça a quand même assez fonctionné. Il faut pas déconner non plus, quoi. Bon, on va pas s'étaler là-dessus. Hein. On l'a déjà trouvé. Voilà, donc c'était chez Boom Comics. Franchement, à part les couvertures. Les couvertures sont énormes, mais l'intérieur, c'est pas trop ça. Je sais pas si on a fait une bonne revue de celui-là. Mais non, je pense pas. On va passer au troisième titre, et c'est Joe qui va intervenir cette fois-ci. Absolument, bonsoir. On n'a jamais marre d'entendre ça. Ceci n'était pas prévu, et donc je vais me coller rapidement à vous présenter Spread. Spread, c'est un comics dont on parle depuis pas mal de temps hors antenne du Comics Outcast, puisque avec Adrien, on est fan depuis l'arrivée du premier numéro. C'est édité chez Image Comics, donc, et ça rejoint un petit peu le débat qu'on avait il y a pas longtemps dans Comics Outcast en disant que Image à la pêche en ce moment, sort des séries plutôt cool, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas leur reprocher c'est cool. Voilà, non mais vraiment de partir de prendre des risques en tout cas avec les séries qu'ils sortent. Et c'est ce qu'ils font un peu avec Spread, parce que même si le canevas scénaristique de cette série est assez conventionnel, il faut bien le dire, tout ce qui est mise en image et atmosphère s'éloigne quand même pas mal des sentiers battus. Alors Spread, c'est une série dont pour l'instant 4 issues sont parus. C'est édité donc comme je viens de le dire chez Image. C'est écrit, donc co-créé par Justin Jordan, qui est un ancien de chez DC Comics, qui a travaillé sur des personnages un petit peu mineurs chez DC comme Superboy par exemple, qui chez Image a créé une formidable série que je recommande à tout le monde, qui s'appelle The Strange c'est Luther Strode, c'est le nom du personnage principal, mais je crois que c'est The Strange Talent of Luther Strode, qui raconte l'histoire d'un nerd, en fait, d'un mec qui se fait tapé par tout le monde, c'est un souffre-douleur qui développe des super pouvoirs du jour au lendemain et qui du coup va se venger de ouf, et qui devient un personnage hyper badass. C'est vraiment une très très bonne série, et c'est surtout hyper bien dessiné. Je me souviens plus du nom du dessinateur, mais bref, Luther Strode chez Image par le même créateur. Si vous avez l'occasion de vous pencher dessus, c'est pas mal. Revenons à Spread. C'est illustré par Kyle Stram, qui est également crédité comme co-créateur avec Justin Jordan. Et qu'est-ce que ça raconte ? Alors en gros, un peu comme un Walking Dead par exemple, on se retrouve dès le début de la première issue balancé dans un univers qui ressemble à du post-apocalyptique, sauf que le sable aurait été remplacé par de la neige. Voilà, je vous parlais de l'eau la dernière fois en disant que le sable était remplacé par de l'eau. Bon bah là c'est de la neige. On se retrouve donc dans un univers qui dès les premières images nous rappelle vachement le The Thing de John Carpenter un petit peu. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment dans une zone désertique avec ce qui ressemble quand même de près ou de loin à une carcasse d'avion, mais de caravelle de l'armée, enfin on sait pas trop, écrasé donc en plein désert neigeux, qui a laissé apparemment s'échapper des containers dont on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et très rapidement on se rend compte qu'autour de tout ce paysage apocalyptique, se développe une sorte de parasite géant, dont on apprend très vite que c'est ça, The Spread. Donc The Spread, c'est le nom effectivement de cette maladie dont on ne connaît pas encore véritablement l'origine et la source, qui a ravagé en tout cas l'endroit où on se trouve. On ne sait pas vraiment encore si elle a ravagé la Terre entière, mais elle ravage en tout cas le continent sur lequel on se trouve actuellement. Je pense que c'est le centre des États-Unis, parce qu'il parle l'ouest des États-Unis, il parle d'une grande ville de la côte. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne sait toujours pas en tout cas si c'est un truc qui est étendu à la Terre entière. On imagine que oui, mais bon, on n'est pas sûr. Et The Spread, c'est une sorte de monstre gigantesque qui a un côté un peu Stephen King et Lovecraftien. Une immense créature rouge, tentaculaire, avec des dents
partout, totalement informe, qui a l'air de pouvoir se glisser sous la terre pour pouvoir ensuite sortir et saisir ses victimes. C'est assez affreux comme on sait dire. Effectivement, si vous avez vu The Thing de Carpenter, vous imaginez ce monstre mais de la taille d'une ville et vous imaginez un peu ce que peut être The Spread. Ce qui est assez bien vu, je trouve, c'est de faire tout se dérouler dans un monde neigeux et donc tout blanc et d'avoir un monstre totalement rouge en fait, ce qui fait que il fait effectivement graphiquement ça crée une sorte de puissance dès la première planche, la double planche où on voit le monstre débarquer, on se dit oh là là mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc graphiquement on impose très très rapidement un style assez organique de la part du dessinateur, et puis on rencontre très vite le héros qui s'appelle tout simplement No, donc vous n'allez pas avoir trop de mal à retenir son nom, qui ressemble un peu à une sorte de Wolverine de banlieue quoi. Enfin, tu vois, il a un peu c'est pas Wolverine. Non mais je ne dis pas que c'est Wolverine, mais il a un air de Wolverine non pas Wolverine mais Wolverine il a un air de Logan en fait. Le Servan. Voilà, il a un air. Voilà, j'accepte. Oui. Non mais il a un air de Logan en civil qui n'aurait pas fait de muscu depuis un petit moment et qui ne dit pas un mot. Enfin, le seul mot qu'il prononce c'est no. Donc ce mec-là en fait va fouiller la carcasse de cet avion qui s'est écrasé. Il va se retrouver face à des autochtones qui apparemment c'est un peu la loi du plus fort. Hein, donc dans ce nouveau monde, donc tout le monde essaye de piller tout le monde. Et une nana est en train de s'échapper de la carcasse de cet avion et elle porte avec elle un sac dans lequel il y a un bébé. Et lorsque No tombe sur ce bébé, il essaye de sauver ce qu'on pense être la maman donc de cet enfant. Malheureusement, elle meurt sous les coups de ses agresseurs qui sont partis avec le bébé. No les rattrape, récupère le bébé et se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On sent bien qu'il n'a pas vu un bébé depuis des lustres et des lustres et des lustres. Et surtout qu'il ne sait pas s'en occuper. Et qu'il ne sait pas s'en occuper, mais il décide qu'il va le garder, qu'il va le prendre sous son aile. Et en fait, il y a pas vraiment, étant donné qu'il ne parle pas et que on comprend assez rapidement qu'en fait le récit est développé via une voix off qui semble la voix off, c'est le bébé. Voilà, exactement, qui semble être celle du bébé lorsqu'il est adulte. Donc il ne meurt pas. Donc il ne meurt. On sait déjà qu'il va pas mourir. On sait déjà qu'il va se passer que ça va durer très longtemps. Voilà, que ça va durer sur au moins 10-15 ans cette histoire. Et pour l'instant, on ne sait pas du tout où ça va parce que en fait le personnage de No décide de prendre à sa charge ce bébé, mais No, on ne sait pas du tout s'il est affilié à un groupe de survivants, on ne sait pas du tout si c'est juste un nomade, si c'est un mec qui a des potes ou pas de potes. Enfin, on est un peu dans le noir, et c'est ça qui pour moi fait la force de ce premier numéro, qui ensuite, comme je le disais en tout début de chronique, part dans son deuxième et troisième numéro sur un canevas scénaristique un petit peu plus attendu, un petit peu plus conventionnel, qui est pas sans rappeler celui d'un Walking Dead effectivement, mais il y a quand même donc avec un groupe de méchants, avec un leader super charismatique, blond, on se demande qui c'est, qui comme par hasard sait super bien se battre. No arrive dans un village un peu on a l'impression de mecs sédentaires mais qui se bouffent entre eux, une sorte de mini société cannibale étrange qui vont soudain découvrir l'existence du bébé et qui donc vont tous vouloir se jeter dessus. Donc c'est pas un truc qu'on n'a jamais lu. Scénaristiquement parlant. En revanche, je trouve qu'au niveau de l'atmosphère et surtout grâce à la patte graphique qui est vraiment très forte, on a une série qui sort quand même des sentiers battus et qui, je l'espère, via ses prochains numéros, va continuer à s'écarter un petit peu de ces schémas un peu classiques pour partir vers un truc qui va vraiment nous surprendre. Mais pour l'instant, je trouve que sur les 3 premières issues, c'est très encourageant, et moi je vais évidemment lire la suite parce que l'univers me parle vraiment bien. Donc voilà, c'est une lecture que je conseille à des gens qui sont en recherche de comic books un peu survival, un peu post-apocalyptique, un peu horreur aussi, il faut bien le dire, parce qu'il y a des scènes qui sont quand même assez qui ne sont pas réservées à tous les publics. Et voilà, ce sera mon dernier mot, Jean-Pierre. Non, je peux pas lancer la partir parole à mes camarades de savoir ce qu'ils en ont pensé. Juste, t'as oublié de dire que le bébé a un super pouvoir de ouf. Exactement. Qui s'appelle Hope.
Ah oui, et que ses larmes et sa bave détruisent les sprays tout à fait aussi facilement que ça. Évidemment, il n'a pas une apparence tout à fait humaine aussi. Hein. Non, voilà, bah, en fait, oui, c'est clair que en fait j'avais peur de trop spoiler. Oui, et je savais plus c'est la fin du premier. Et puis bon, il faut bien que je vous rappelle que j'ai lu ces premiers numéros il y a des mois, puisque je n'avais pas prévu d'en parler ce soir. Mais non, je sais, mais oui, effectivement, on se rend également rapidement compte que ce bébé n'est pas un bébé comme les autres, et que peut-être ce serait la clé de la survie face à The Spread. Mais pour rebondir dessus, moi j'étais très 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 chaud lorsque j'ai fini la première issue. En fait, j'ai trouvé l'histoire vraiment cool. Le dessin, la dynamique, tout ce qu'il y a dans l'univers post-apo et tout, vraiment bien écrit. Enfin, tu le décris vraiment très bien. Lorsque je suis passé sur la deuxième et troisième issue, j'ai fait ouais, ok. Il se passe rien en fait. On n'attend rien. Il se passe des trucs. C'est convenu en fait. C'est plus convenu. L'auteur se fait chier. Je veux dire ça comme ça, il se fait chier en fait pendant 2 numéros à essayer de construire le monde au niveau politique, on va dire, voilà, la société qui peut avoir évolué là-dedans, alors qu'au finalement on connaît tellement bien ce genre de monde qu'on s'en fout. On sait on sait qu'il y a des cannibales, on sait que les mecs vont se bouffer entre eux, on sait qu'il y a des gros méchants qui sont là et qui vont essayer de taper sur les gentils. Et moi j'aurais voulu qu'ils se basent, parce qu'il y a un personnage assez étrange, une espèce de death un peu bizarre en costume, en chauve, qui a l'air de libérer la strike de Slenderman bizarre, de bonimenteur de rue, mais qui a un aspect très Nosferatu. Ouais, voilà. Et du coup on a l'impression, il est volontairement mis de côté pour essayer de maintenir le super plan du méchant derrière. Mais pour le coup, moi cette série m'a fait penser à Crost, je sais pas si vous connaissez. Oui, un petit peu. Dans le style un peu déjanté, bizarre. C'est Garth Ennis, oui, il me semble. Et pour le coup, ça a un côté vraiment crade comme ça en fait. Et Crost, c'est un truc que j'ai lu pendant très longtemps, j'ai vraiment kiffé. Et là pour le coup, j'avais sur la première issue, j'avais vraiment cette impression de retrouver ce crade un peu post-impo qui donne envie. Mine de rien quand on le lit en fait. Et pour le 2 et 3 ça m'a un peu déçu, donc je vais quand même la continuer parce que tu me l'as très vivement conseillé, mais j'étais pas plus ébouriffé que ça à la fin du 3 en fait. Ok. Julien. Alors me concernant, ce week-end j'ai revu The Thing. Donc forcément. C'est une coïncidence ou pas? C'est absolument pas voulu. Le premier, l'original le de deuxième, Carpenter. Donc. Ah non, c'est pas l'original, celui de Carpenter. Et du coup, Monsieur c'est un remake. Autant pour moi. Celui de Carpenter. C'est un remake de la chose d'un autre monde. Tu tombes sur ça, neige. Truc polymorphe, méchamment crade. Et quand je pense à méchamment crade, je pense à une scène dans le 3e issue où il y a un mec qui tripote les nichons de sa copine et ses doigts s'enfoncent et le truc le bouffe. Et voilà, on est vraiment dans du parfois trashou où quand il y a tout le monde, tous les êtres humains contaminés qui sont appelés par le Preacher et qui explosent en tentacules, en yeux, en trucs rouges qui jaillissent partout. C'est cool, c'est une claque visuelle. Alors qu'au début j'ai ouvert la couve, enfin j'ai vu la couve, j'ai fait c'est dégueu. C'est le dessin il est pas esthétique. Non, c'est pas joli. C'est pas joli. C'est crayonné un peu foutraque, mais je pense que c'est voulu. C'est voulu pour te mettre dans une sorte de pseudo malaise. T'es dans un monde où tout est sale, pas droit, les gens sont crades dans leur tête. Donc tout va dans ce sens-là. Et donc passer la claque visuelle et la claque du scénario et de l'ambiance particulière, c'est vrai qu'il y a jusqu'au 2 et 3e tome, il n'y a pas de gros ressorts scénaristiques qui pourraient te donner envie de suivre, une trame. Il y a des trucs latents comme justement le Preacher qui est là et qui le type il arrive, il pose la main par terre et il y a du spread qui arrive. Ça, comment il fait? C'est qui? Quels sont ses réseaux? Quels sont ses réseaux exactement? Donnez-moi son adresse, bordel. Voilà. Et pareil, la maman qui est avec le bébé, qui adopte le bébé, quand tu apprends que le bébé va devenir grand et qui connaît bien ses parents et qui disent plus que no au bout d'un moment, ça te fait dire qu'il va se passer beaucoup de choses et que potentiellement ça peut être cool. Mais j'ai hâte de voir le 4e en fait. Après, le 5e. C'est un truc je pense qu'il peut y avoir des flashbacks assez rapides, c'est-à-dire des mini-arcs de 2-3. Mais justement, on dirait que là, en tout cas pour le moment, il se dirige pas vers une série à flashback. C'est ça justement qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression que
que tout va être installé via la voix off du gamin, mais je sais pas si on va vraiment avoir recours au flashback en fait. Ce serait cool que ça se construise comme ça, au bout de 5 ou 6 issues, pour qu'on fasse des bonds dans le temps. Je pense que ça va être important de faire des sauts dans le futur. Franchement, s'il continue comme ça, dans le sens raconté par un storyteller, ça va être chiant. Ça va être chiant. Ça risque de se répéter un peu. J'en ai pas parlé aussi, mais très rapidement, je reviens sur le fait que très vite, un nouveau personnage féminin fait son apparition. Que apparemment la maman, je sais plus exactement quel est son prénom, mais un personnage qui à la base a l'air complètement taré et qui on s'en aperçoit vite va avoir une importance capitale dans la série. Donc il y a quand même, on installe quand même les bases pour en tout cas un petit roster de personnages principaux vraiment intéressants. Est-ce que le scénario va réussir à les rendre aussi intéressants que ce que les premiers issues laissent espérer? Seul l'avenir le dira. Bah on verra. Moi j'ai pas trop détesté. Non, j'ai bien apprécié. Mais c'est vrai. J'ai bien apprécié. C'est vrai que j'ai été assez mis mal à l'aise par le Shumagoras de ouf là. Et en parlant de lui, enfin de cette entité, clairement alien, on va pas se mentir, ou magique peut-être, on sait pas encore. C'est le côté. Tu parlais du rouge. Pour moi, le rouge de ce monstre, c'est. Il y a eu un cassage de micro là. Je sais pas ce que c'est. Bon bref. Le rouge du monstre est le même que le rouge du sang en fait. Oui. C'est-à-dire que les personnages blessés, c'est exactement la même couleur. Ils ont pas fait attention. Enfin, ils ont pas mis. Je pense que c'est deuxième. volontaire. Oui, j'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est. Oui, voilà, on nous montre une image là. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, est-ce que le monstre vient du sang? Est-ce que moi, je lance le pari que le Sprain, en fait, c'est le tout. Enfin, c'est tous les humains. En fait, c'est que la chair humaine qui est prise de tout et n'importe quoi et qui se rassemble en un seul truc. En fait. C'est possible. On fait déjà des théories graves sur 4 issues. Ah bah oui déjà, ils ont pas les dents pointues, j'ai un dessin. On peut appeler clairvoyant. J'allais faire la blague, j'allais dire on va laisser ça clairvoyant. Bisous Fox. J'ai réussi à le dire direct. C'est bon, vous recommandez, Joe, tu recommandes de loin? Oui, évidemment, je recommande. Ok. Je recommande vivement. J'ai hâte de lire la suite en fait, j'ai hâte de voir comment ça se débloque. Je laisserai les gens décider à la fin du premier numéro. Ça marche, vous serez séduit, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Le premier. On va passer à la suite, merci pour ces revues. Merci à toi. On passe tout de suite à la découverte de Zephyriel. Donc pour la découverte, exceptionnellement, c'est moi qui vais la faire parce que Gaylord n'est pas là, mais il est jamais là. Ah non, si je fais ça. Bonsoir. Ok, on coupe l'émission. Bonsoir Ike. Donc moi je vais présenter en fait une série qui est vraiment excellentissime, qui s'appelle Revival. Revival donc par Tim Seeley et Mike Norton. Donc c'est une série qui est encore édité par Image Comics. Donc Image Comics, en fait, comme vous l'avez dit sur la dernière émission, c'est vraiment dans leur style. C'est-à-dire que c'est une série qui est très adulte, dans le sens où c'est une grosse enquête, et ça a un côté vraiment politique qui est adapté à la situation. Je vais revenir plus sur l'histoire pour que vous puissiez comprendre. En fait, moi, j'ai découvert cette Revival en fait en lisant Chew, parce qu'à un moment il y a 2 ou 3 numéros de Chew, en fait, il faisait un crossover de Chew et de Revival où chaque dessinateur et auteur prenait le héros de l'autre pour le mettre dans son monde. C'est-à-dire qu'on avait un fascicule qui était un vrai crossover. Un vrai crossover. On prenait le fascicule d'un côté, on lisait le dessinateur et le créateur de Chew, dans lequel il y avait le personnage de Revival, et quand on retournait l'issue, en fait, on avait l'inverse. Donc c'était vraiment une très bonne idée. Et donc quand je suis allé à ma crèmerie, exactement. Quand je suis allé à ma crèmerie, en fait, ma vendeuse de comics m'a dit hey, tu devrais lire ça et tout machin, parce que Revival, au final, ça tue. Et donc j'ai pris le premier Deluxe édition de Revival, et je peux vous dire que ça défonce. Donc en fait, Revival, c'est quoi? En fait, la scène commence, enfin la scène, le premier issue commence en fait dans une morgue, dans un four crématoire, où on a une journaliste qui est en train de faire un reportage sur comment on brûle les morts après découpage et ainsi de suite. Donc en fait on a le gars qui est en train d'expliquer voilà, là c'est le four, je vais mettre le cercueil dedans, je vais fermer. Bon, quand je vais fermer, je vais augmenter la température, donc on entendra des bruits un peu bizarres, mais vous inquiétez pas, les morts ne marchent pas. Et en fait au moment où il ferme la porte, on entend un cri humain absolument déchirant. Et en fait le mec réouvre le four et t'as le mort qui se traîne à l'extérieur, en fait tout cramé. Et au même moment t'as la journaliste qui tourne la tête et elle voit une enfant qui doit avoir 8 ans, qui est ouverte, recousue de partout par le Thanato en fait, et qui demande où elle est, qu'elle a froid et qu'elle veut sa maman. Et qu'en fait à partir de ce moment-là, tous les morts dans la ville, parce que ça se passe vraiment sur une zone très
très délimitée. Tous les morts de la ville, donc on est à Wausau dans le Wisconsin, tous les morts de la ville vont revenir à la vie. Et toutes les personnes qui vont mourir à partir de ce moment-là ne vont pas mourir, mais vont rester vivantes sous forme de ce qu'ils appelleront des revivals. D'accord. Et donc en fait, on va suivre l'histoire. Ils peuvent pas se dire Walking Dead. Non, non, mais c'est vraiment pas du tout le même concept. On est vraiment dans un monde actuel. C'est vraiment c'est un petit point d'obscurité dans le monde. Et du coup, c'est pour ça que je parlais d'un monde adulte et pensé. C'est que l'auteur va démultiplier les actions autour de ça en disant ok, il se passe ça dans une ville du monde. Comment les autres villes autour, comment les États-Unis, comment les journalistes vont traiter l'image de ça, et l'information par rapport à ça. Et tout est pensé, donc ça construit une histoire qui est vraiment à plusieurs niveaux fantastiques. Et donc du coup on va suivre principalement l'officier d'Anna Cypress en fait, qui est donc la fille du shérif du petit bled local, qui va être lancée sur cette enquête en disant essayer de découvrir ce qui s'est passé au final sur ça. Donc elle suit son enquête, il y a des mecs du le CDC en anglais, c'est ça, le Center Disease, voilà, qui viennent, et, ils font une espèce de barrière autour de la ville, ils mettent la ville en quarantaine, et ainsi de suite. Et donc elle va enquêter sur ça, et en parallèle de ça, elle va découvrir que sa petite sœur en fait, qui a 5 ans de moins je crois, et a été tuée très peu de temps avant le Revival Day, et qui est revenue en forme sous forme de mort, mais visuellement elle ça se voit pas. Voilà, elle est normale quand tu la vois comme ça, mais il se passe un truc de ouf où elle prend je crois que c'est une faux dans le ventre, et elle meurt pas, tout se referme normalement. Et là elle se décide de se dire ok, quelqu'un l'a tuée à ce moment-là, je vais quand même découvrir ce fils de pute et je vais le défoncer, grosso modo. Donc en fait elle fait une double enquête en parallèle, et tout est construit là-dessus. Il y a énormément de personnages, on sent encore une fois que c'est adulte parce qu'il y a énormément de personnages et énormément de background. C'est pas une série que je conseille à l'issue, c'est-à-dire il faut pas la lire un issue tous les mois parce que c'est un truc à se perdre à chaque fois. Je conseille vraiment de lire ça au moins en TPB pour avoir à chaque fois une bonne dose à lire et être sûr de comprendre à peu près tout. Là aujourd'hui on est au 27 ou 28 épisode si je dis pas de conneries, et j'ai lu une interview de l'auteur il y a pas très très longtemps qui disait qu'il avait prévu déjà une fin avec son comparse, et qu'ils étaient sur 55 voire 60 numéros maximum chez Image Comics pour finir la série sur ça. Et franchement c'est une série qui défonce. Ouais, c'est contrôlé, c'est pensé, on est un peu sur, je fais une comparaison un peu lointaine, mais on est un peu sur Why the Last Man, où pareil l'auteur en fait s'était dit ok, je pars sur 10 volumes et je sais où je vais du début à la fin. Après on critique ou pas à la fin si on aime. Moi j'ai adoré du début à la fin parce qu'on sentait que c'était pas poussé, on sentait que le gars allait pas essayer de faire un volume de plus pour essayer de vendre un peu plus de séries. Non, il s'est dit ok, je sais ce que je fais, je sais où je vais, et là c'est un peu la même chose. On sait que le mec a construit son histoire, on le sent à chaque numéro et à chaque page qu'on tourne, c'est superbe. Visuellement c'est ultra adulte, il y a énormément de texte, c'est pas du tout gore parce que bon le peu de scènes de combat ou de baston qu'il peut y avoir n'est pas non plus oufissime, mais c'est vraiment un thème, ça se rapproche un peu de la BD franco-belge dans le sens 13 ou Largo Winch, parce que c'est très posé, c'est vraiment beaucoup de texte, beaucoup de background sur le truc, et c'est vraiment une très très bonne série. Voilà, je suis en train de sculpter en même temps. Ouais, je vois ça. Et franchement, je vous conseille la Deluxe édition qui est vraiment cool. Il y a 2 tomes qui sont sortis pour l'instant qui n'auront pas de tour d'eau. Je ne sais pas, je ne regarderai pas la dépense pour les bons comics. Oh là là. $34,99. Voilà. Ça a l'air bien intéressant ton truc. Non, franchement, c'est une putain de série. En quoi ça se démarque ce revival d'une série average sur les zombies? C'est-à-dire que là, tu m'as décrit que tu te prends une balle quand t'es mort. Ah ouais. Et tes tissus se referment, donc il y a quand même une différence. Voilà, par rapport c'est pas un zombie parce que les revivals en fait restent conscients de ce qu'ils sont au fur et à mesure. En fait, ils ont leur vie, ils continuent leur vie. Bon, ils dorment plus, ils mangent plus. Il y a toute une conception de la vie, si on peut dire ça, qui est un peu différente. Ouais. À côté de ça, ils sont totalement normaux. Genre la sœur de l'héroïne, en fait, grosso modo, on sait pas qu'elle est morte. Enfin, je le dis, mais on sait pas qu'elle est morte tant qu'on le voit pas, en fait. Donc ça rend le truc vraiment spécial. Et il y a même une espèce par moment de sous-groupe qui commence à créer une sous-société de revival parce que ils sont différents. Il y a une petite forme de racisme qui va commencer à monter, en fait. Les mutants. Et du coup, ils vont essayer de grimper, de créer leur petit groupe de société pour essayer de vivre entre eux au final. Et après, je vais pas raconter toutes les intrigues parce qu'il y a énormément d'intrigues en même temps qui partent dans tous les sens, mais tout se rejoint à un certain moment, en fait. Donc, ça a l'air cool.
C'est une putain de série, je la conseille, Revival, Image Comics, ça défonce. Ok, merci beaucoup Zef pour cette présentation. On va passer à Hors les bulles, dernière partie de cette émission. Alors, je crois qu'on va encore faire plaisir à Zef. On va parler cette semaine de The Walking Dead, la version jeu vidéo, donc cette compagnie qui ne fait plus que ça maintenant, hein, des bandes dessinées ou des histoires. Telltale. Non, Telltale Games. Saison 1 et donc saison 2 depuis cette année. Est-ce que vous y avez joué? Parce que moi j'y ai pas joué en fait, donc... Alors là on a tous les niveaux de j'y ai pas joué. Ouais. Alors moi j'y ai absolument pas joué. Donc zéro joué. Donc ni vu ni... Je suis en zéro joué, donc j'ai posé des questions à la fin. Ah là, merci, joué, il me laisse pas tout seul. Moi j'y ai joué par proxy, hein, chez moi, on jouait, enfin je ne sais pas moi qui ai actionné les trucs, mais j'ai influencé fortement les destins de certains personnages. Mais c'est marrant parce que du coup tu vas pouvoir dire comment toi t'as vécu l'histoire par rapport à ça. Moi vraiment spoiler, mais vraiment comme une série. C'est vraiment monté comme une série. Voilà. À la base, donc Telltale a sorti le jeu. Ouais. Ils se sont dit ok, on fait un épisode tous les mois. Je sais plus combien de fois c'est sorti, c'est assez vieux maintenant. Et ils ont sorti donc un épisode payant et on pouvait acheter le bundle direct. Mais ils ont sorti un épisode. On faisait le premier épisode, on voyait la fin, on avait nos propres choix, c'était sauvegardé. On voyait ce qu'on avait fait comme choix par rapport aux gens dans le monde quand on était connecté sur le net. Alors, on va peut-être présenter le concept. Excusez-moi parce que donc vous connaissez tous naturellement The Walking Dead, donc soit le comics, soit la série télévisée. Non, que le comics. Ok. Et donc cette société qui faisait des jeux un peu pourris avant a décidé de... Enfin, fait un accord, donc je pense avec Image Comics, pour sérialiser un jeu autour des histoires, ou en tout cas de l'univers de The Walking Dead. C'est culotté ça déjà. Oui, c'est parce que le comics marchait déjà très très bien et tu te dis on connaît pas cette boîte, on sait pas ce qu'ils veulent en faire. Ils ont capitalisé dessus à mort en fait. Hein. Oui, mais avant que le projet soit validé, je pense qu'il faut avoir des couilles pour aller dire Image. Ils avaient fait Back to the Future. Ouais. C'était le même principe. C'était le même principe, c'était un point and click. Ah oui, mais c'est tout ce qu'ils font. Hein. C'était Back to the Future avait ses gros problèmes de gameplay à l'époque. Qui rend le truc vraiment un peu chiant à jouer par moment, mais en termes d'histoire racontée, c'était une tuerie. C'était une vraie tuerie. Enfin, c'est vraiment une suite à Retour vers le futur qui était, 3, 4. Ça pourrait être un 4e Retour vers le futur qui était vraiment bien monté, l'histoire était cool, et moi je me suis éclaté à le faire. Donc je continue sur le principe, excusez-moi. Donc voilà, en fait, on vous propose de vivre une histoire dans l'univers de Walking Dead avec des personnages qui en principe ne font pas partie de l'histoire principale, avec des références un peu subtiles, hein, ça va, c'est pas trop lourdeau, et qui vous font vivre une aventure où vous êtes le héros, c'est-à-dire que vous décidez de chaque action, c'est-à-dire que chaque phrase, chaque réponse, chaque question que vous allez faire dans le jeu auront une conséquence, ils vont créer une nouvelle branche dans l'arbre des possibles. C'est-à-dire que tout le monde n'aura pas la même expérience. Bon, à la fin de chaque épisode, vous partez d'un point A pour arriver à un point B, voilà, il y a des grands axes, mais par exemple, vous êtes dans une troupe de survivants, vous êtes avec une bande de survivants, toutes les versions, toutes les parties jouées n'auront pas forcément les mêmes survivants, parce que certaines décisions il n'y a pas autant de choix que ça finalement, mais il y a quelques trucs. On te donne l'impression d'avoir beaucoup de choix. Bon, c'est quand même assez intéressant de pouvoir être gentil ou méchant avec quelqu'un. En fait, ce que Telltale a bien créé sur The Walking Dead, et ça a fait un buzz de ouf à cause de ça, c'est que contrairement à la série qui a voulu copier je vais être méchant. La série télé qui a voulu copier le comics en disant ok, on va faire la même histoire en changeant quelques trucs au début, machin et tout. Eux sont partis du principe en disant ok, on va faire un jeu dessus, on va raconter l'histoire du Walking Dead, mais on va le faire différemment. On va regarder, ok, ça se passe partout dans le monde. Là, ça commence à Atlanta aussi, mais on va prendre d'autres survivants et on va raconter leur histoire à eux. Donc en fait, ça se passe en parallèle, même avant la série Walking Dead, parce que le premier tome, le premier issue de la série se passe bien après au final, parce que l'autre con se réveille du coma. Et du coup, on a donc ce previously avant même la série de comment c'est tombé dans le chaos rapidement, parce qu'on le voit pas vraiment, mais on le sent. Et au final, on a avec la saison 2, à l'intersaison, ce que je vais appeler l'intersaison, c'est les 400 jours, et ensuite donc la saison 2 qui se passe en parallèle de la série originale. Et on entend, à part une fois ou deux, parce que dans la saison 1, ils sont obligés de faire une référence, on voit un personnage,
ils parlent plus du tout des autres personnages. C'est-à-dire qu'ils font vraiment leur propre vie là-dessus. C'est tant mieux. Comme ça, ils sont plus attachés à des... Ils sont attachés à rien du tout. Ils suivent le même code de zombies de Walking Dead. Décision dure. Voilà, c'est exactement la même chose à ce niveau-là. Mais on reste sur leur propre histoire et c'est toute la force du jeu en fait. Du coup, là on commence le jeu avec Lee Everett, qui est donc un mec qui a été arrêté pour le meurtre de l'amant de sa femme. Il est emmené en fait par un flic à la prison, donc il y a toute une scène de dialogue assez sympa avec le flic qui montre un peu comment le jeu va se dérouler. Arrive un accident, parce qu'un zombie traverse à ce moment-là, le flic le voit pas, boum, ça part en couille. L'accident, et là on commence à contrôler Lee avec un device de point and click tout à fait classique. C'est ce que j'allais te demander, c'est quoi le gameplay, c'est quoi du point and click tout à fait classique. C'est du point and click. Alors tu peux être vu dessus. Non, c'est en vue BD en fait. Ils ont pris le parti pris de faire un style graphique très BD, un peu en cel shading. Ça rend très bien d'ailleurs. Ça rend excellemment bien. C'est une tuerie graphique, c'est super beau. Et du coup, on voit les actions sous forme de bulles qui apparaissent au fur et à mesure. Panels, voilà. Et donc sur Vita, enfin moi j'ai joué sur Vita et sur PS3. Je l'ai fait 2 fois pour le coup, pour avoir une histoire différente à chaque fois, et pour le coup on voit donc les bulles qui apparaissent et les différentes actions qui peuvent être faites. Grosso modo, sur la saison 1, on meurt assez régulièrement lorsqu'il y a des zombies qui apparaissent, parce que les actions sont pas forcément très clean. C'est pas très bien fait, ouais. Par moment on a du mal à comprendre ce qu'il faut faire rapidement. Donc on suit... Et surtout, je sais coupe, excuse-moi, il faut toujours être au taquet. Oui. C'est-à-dire que quand tu es en train de parler, des fois tu dois faire une action. Mais en fait, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont considéré que la non-réponse était une réponse. Ouais. C'est-à-dire que tu te sens pas bloqué dans le jeu en disant qu'est-ce que je vais répondre? Oui, je justement tu vas chercher un café en réfléchissant. C'est pas du tout ça, c'est dans l'action, parce qu'ils veulent te mettre t'impliquer émotionnellement, je vais vraiment aller jusque là, parce que il y a des choix qui sont émotionnellement durs à faire. Je vais me permettre de spoiler toute la saison 1 parce qu'elle est assez vieille maintenant. Ben non, mais par exemple, à un moment tu rencontres un couple qui a un enfant, et quand l'enfant se fait mordre et que le père te demande de le tuer à sa place, émotionnellement tu te dis est-ce que j'appuie sur la gâchette ou pas? Et du coup tu dois répondre rapidement en plus. Non, t'as un chrono pour dire ok je vais le faire ou pas, et une fois que tu dis, parce que moi j'ai dit ok, quand t'es devant l'enfant et que t'as le gars qui pointe le gun sur l'enfant, tu te dis ok, est-ce que j'appuie ou est-ce que je appuie pas? T'as vraiment émotionnellement, si t'es un petit peu impliqué dans le jeu, c'est des choix qui sont vraiment durs à faire et qui sont vraiment durs, donc il faut vraiment se mettre dans la peau du personnage. Je reprends au niveau de l'histoire où je m'étais arrêté, donc on suit Lee, parce que c'est vraiment que le début là. On suit Lee qui découvre un peu le monde autour de lui, qui va tomber à un moment sur une maison. Et il va rentrer dedans pour essayer de trouver des supplies, pour essayer de survivre, ainsi de suite. Et il va tomber en fait sur une petite fille qui s'appelle Clémentine, et qui va en fait le suivre tout au long des 5 épisodes, et qui va être en fait, il va faire un espèce de père de substitution vraiment en fait un plus pote entre guillemets, et qui va lui apprendre au fur et à mesure comment survivre avec elle, donc dans ce monde là en fait. Donc du coup on suit Clémentine par rapport à Lee. Et il y a toute une accroche qui se fait entre les deux, à tel point qu'à la fin on est vraiment accroché à cette petite fille en disant on veut pas la laisser mourir, on veut pas, elle est jamais réellement en danger de mort, mais on veut pas la laisser, on veut lui apprendre à survivre. Elle est toujours en danger à chaque fois. Le héros il fait non, je la laisserai pas toute seule, non, je vais la chercher, non, reste derrière, c'est pour ça que j'y allais pas vraiment en danger en fait. Elle est mise en sûreté tout le temps, mais elle est pas en danger. C'est ça que ce soit le moteur scénaristique perpétuel de tous tes choix. Parce que c'est toujours... En fait, le danger, c'est rarement... Enfin, c'est comme dans la BD Walking Dead, le danger, c'est... À l'occasion, ça va être les zombies, mais c'est les autres humains les dangers. Tout à fait. Ouais. Et en fait, donc sur l'épisode 1, on la rencontre. Bon, il y a d'autres choses qui se passent. Sur l'épisode 2, on va être sur le côté réellement survie de la chose. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un groupe de survivants qui sont paumés dans un motel tout pourri, qui ont du mal à se protéger des zombies, et surtout qui ont faim, qui doivent se partager une barre chocolatée. Donc toi, tu te retrouves avec la barre chocolatée en disant à qui je la donne, et ainsi de suite. Et tous les choix vont avoir un truc, parce qu'à chaque fois que tu vas dire quelque chose à quelqu'un, ou que tu vas donner quelque chose à quelqu'un, il y a marqué dans le coin de l'écran machin se souviendra de ça. Et donc du coup tu as toute une application qui est là en disant mais putain vas-y, je vais juste donner une barre de chocolat, c'est rien quoi, tu vois, c'est pas non plus là où le truc de ouf, mais tu as toute encore une fois c'est très émotionnel comme jeu. Et donc une fois arrivé à la fin de la saison 1 où je spoil à mort. Non, on ne spoil pas.
Bah, attends, le jeu est sorti il y a 2 ans, quoi. Ouais. J'ai envie de le jouer. Vas-y. Ah putain, voilà. ok, Alors, bon, ne d'accord. spoil pas, mais tu peux parler de qui est le personnage principal du deuxième. Donc dans la saison 1, on joue Lee. Dans l'intersaison des 400 jours, on joue en fait 5 histoires, mini-histoires en fait, qui se passent en parallèle de tout ça. Et on va avoir 5 personnages qui vont être... C'est vraiment des toutes petites histoires. Il y a un gars avec son pote qui sont perdus dans une forêt, il y a un mec, ils entendent un bruit dehors, c'est un peu bon, vas-y, t'y vas pas, est-ce que j'y vais? Donc t'as tout ça en fait qui sont, ce sont pas des histoires qui sont oufissimes, ça a été fait pour faire patienter les joueurs plus ou moins. On retrouve quand même ces gens et les choix qu'on fait dans la saison 2, on retrouve certaines personnes, et donc dans la saison 2 c'est un peu sans surprise qu'on joue Clémentine, donc qui se retrouve quelques mois après la fin de la saison 1 avec certains personnages, une situation différente qui mais vous m'avez spoilé tout à l'heure, c'est bon. Non mais une situation qui est réellement badass parce que le jeu sur la saison 2 a été énormément critiqué dans le sens où les gens disaient finalement on joue une gamine de 8 ans, je crois elle a 8 ans, qui dit ok, qui prend des décisions pour des adultes, machin et tout. Moi je le verrais différemment en disant tout simplement, alors attendez, la gamine elle a eu que 8 ans, elle survit dans un monde qui est quand même assez ouf. Elle peut donner des leçons de survie à des mecs qui ont 30 ans ou 40 ans et qui sont chasseurs de base et machin. Alors juste la meuf quand elle parle tu l'écoutes. C'est normal. Enfin, à mon sens ça paraît logique parce qu'elle est loin d'être conne et surtout elle arrive à survivre toute seule. Alors j'avais pas entendu critique parce qu'en fait mon copain il joue que maintenant, mais c'est vrai que ça m'a un peu surpris de voir des stand-off de regard où elle croise les bras genre vas-y parle. C'est genre c'est exactement ça. C'est une gamine. Il y a une scène que j'avais ultra kiffé dans le premier épisode de la saison 2 où t'as donc elle se retrouve dans une maison avec d'autres survivants et grosso modo il y a une nana qui est un peu brute avec Clémentine en disant ouais t'es qu'une gamine machin et tout, et t'as un choix de dialogue où t'as juste un choix que j'ai trop kiffé et quand je l'ai cliqué j'ai juste joui je crois en disant elle le regarde avec sa casquette en disant tu devrais pas me parler comme ça, et t'as vraiment un côté vraiment tu sais genre parrain, genre fais gaffe moi je te fais tuer quand je veux moi. Et c'est vraiment tout un côté tu sens que ils ont fait grossir, ils ont fait grandir le personnage, ils ont fait grandir son ego, ils ont fait grandir son caractère avec. C'est plus la petite fille fragile qu'on avait sur la saison 1. Oui, qui était toujours, c'est une petite fille qui est badass, qui a ce côté je survis, mais qui a quand même ses fragilités de gamine en fait. Badass, le mot a été lâché. Merci, j'ai hésité. C'est un hashtag ça, hashtag badass. Hashtag badass. Et donc pour le coup, je vais pas spoiler la fin de la saison 2, mais sachez juste pour ceux qui ont fait la saison 2, qui ont fait une fin et qui sont arrêtés là, il y a 3 fins réellement différentes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 3 choix vraiment différents à faire sur les dernières scènes, et sur chaque fin il y a 2 déclinaisons différentes, ce qui fait grosso modo 5 fins. Je vais pas trop spoiler non plus en disant ça. Vraiment différentes. Moi j'avais passé 2 heures. C'est le concept du jeu. Non mais parce que dans la saison 1, la fin était unique. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas changer la fin, c'était comme ça que ça devait se terminer. Là dans la saison 2, il y a vraiment 3 fins différentes. Il y a 3 chemins totalement écartés. Et du coup, et dans chaque fin, il y a encore une différence à faire si on veut. Donc ça rend le jeu. Moi j'ai passé je crois 3 heures dans la même soirée à faire que ça pour découvrir tout ce qui se passait différemment. Mon pauvre. Mais sinon en vrai il y aura une saison 3 on sait pas. C'est exactement la question que j'allais poser. Est-ce que Telltale, ils ont prévu de faire durer le suspense interminablement? Je fais une saison 3, je fais une saison 4, je fais une saison 5, je fais une saison 28. Au vu des fins de la saison 2, je ne pense pas qu'il y aura de saison 3, ou alors s'il y en a une, ça sera très loin dans le futur. Par rapport à ça, du coup ils peuvent traîner le business interminablement. Parce qu'il y a certains jeux, comme tu dis Back to the Future, où ils ont eu une trame scénaristique, boum, c'est terminé, j'ai fini le jeu. Là, mais Back to the Future n'a pas eu le même carton et qu'ils vont s'arrêter. Alors Back to the Future n'a pas eu le même carton que Walking Dead. On parlait de Fables à l'émission de Noël, il a eu un très bon succès, il faut le dire. Pas aussi gros que The Walking Dead. Je suis pas sûr qu'il y ait une saison 2 de Fables, parce que c'était en previously de l'histoire originale. Dont on a parlé pour l'épisode de Noël. Et pour le coup là, Game of Thrones, j'ai pas encore joué. Non, on n'en parle pas, on s'en fout. Mais voilà, pour dire, ils sont plus sur ça aujourd'hui. Je pense pas qu'ils feraient. Enfin, j'aimerais qu'ils fassent une saison de Walking Dead, mais je suis pas sûr. Bon, on croise les doigts alors. Donc croise les doigts. Ok, merci à tous pour cette émission qui était bien longue. Mais c'est pas grave, il n'y a personne derrière.
Comics Outcast est une émission... Imaginez-le en train de tendre ses bretelles. Ouais. Comics Outcast est une émission produite par Radio Kawa et réalisée par Joe. Tu vois, j'ai changé la fin parce qu'en fait, à chaque fois, il se plaignait. Tu vois ce que tu vas faire du Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te calmes tout de suite, là. Bref. Nous, on se donne rendez-vous dans... Oh, purée. Donc comme d'habitude vous nous contactez sur le groupe Facebook, sur Twitter avec nous on lit vos tweets tout le reste de la semaine, on essaie de les rassembler pour en parler de la semaine suivante. Toutes vos suggestions sont écoutées, analysées par moi quand je peux, quand je veux. Attends, il y a Joe qui veut dire un truc. Surtout vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous détester. Mortel. Et ça c'est cool. Trop bien. Et ça on aime. On vous kiffe. Je ne... Troll. Donc voilà, Comics Outcast, tout ça. Donc voilà, rendez-vous dans 2 semaines. Donc n'oubliez pas, c'est le lundi et pas le vendredi. Lundi après passe le stick, lundi 26 sur la web radio Synops Live, en première diffusion, et 24h/24 sur le site de Radio Kawa en podcast. Voilà, et en streaming aussi. Voilà, et voilà, c'est tout. Voilà, on dit merci Joe. Merci Joe, tu déchires Joe, t'es beau. Merci Joe. Daniel qui fait la cuisine, apparemment, c'est ça qu'il dit. Oui, c'est ça. Merci Julien. Merci à toi. Merci Zef. Merci à toi. Merci moi, je vous fais des bisous à tous et à dans 2 semaines. Ciao, bye bye. Bisous, salut. Comme me l'avait dit mon chirurgien esthétique, s'il faut faire une sortie, qu'on la fasse en beauté.